Bonsoir. Oh non. Oh voilà, je suis grande. Vous voyez, c'est difficile à cacher. Ça se voit. Et ce soir, contrairement à la majorité du temps dans mon existence, je vais pas essayer d'être moins grande. Je vais pas parler doucement. Enfin, je vais essayer. Parce que vous êtes tous venus pour m'écouter, donc je vais en profiter, je vais parler. Je suis née dans une famille de grands. Mon père a culminé à 1m86, ma mère à 1m82. Je dis culminé parce que c'est plus vraiment le cas. J'ai un très grand frère d'1m98, un petit frère d'1m85, et juste après moi, 2 ans après moi, j'ai une petite sœur qui elle est normale. Elle fait à peine 1m70. Donc je vous ai dit, j'ai un grand frère, moi, ma petite sœur et mon petit frère. Ma sœur et moi, on était les filles. On a beaucoup été associées, beaucoup été comparées. Elle est née au mois d'août comme moi, donc en plus on a eu beaucoup de cadeaux communs. On a partagé la même chambre, enfin des sœurs au milieu de 2 frères. Et donc on a été beaucoup comparées. Ma sœur c'était la sportive et moi j'étais l'artiste. Elle était fragile, elle était sensible. Moi j'étais grande. Et quand on est grande, on est forte. Donc je suis forte. Je me suis formée, j'ai grandi comme ça, dans cette idée-là. Et puis j'ai une autre tare. Je suis née avec une cardiopathie congénitale. J'ai une bicuspidie aortique et un rétrécissement pulmonaire. Alors, la bicuspidie aortique, le cœur c'est une pompe de laquelle sortent différents tuyaux, dont l'aorte qui sort pour irriguer le corps en sang. Et entre le cœur et chaque tuyau, il y a une valve. Chez les personnes normalement constituées, la valve elle s'ouvre en 3 vantaux comme ça. Une bicuspidie, ça veut dire qu'il n'y a que 2 vantaux. Donc voilà, ma valve aortique, elle s'ouvre comme ça. Et le rétrécissement pulmonaire, là c'est le tuyau qui sort du cœur pour aller vers les poumons. Chez moi, il est un petit peu rétréci. C'est des pathologies qui sont pas rares sans être hyper courantes, mais elles ne sont pas hyper rares et surtout elles n'ont pas forcément des conséquences. On peut vivre tout à fait normalement avec ces pathologies, on peut même passer au travers et ne pas s'en rendre compte. Voilà. Il s'avère que chez moi, ça a causé une dégradation de l'artère de l'aorte, du tuyau de l'aorte, qui à la sortie de la valve, je ne sais pas trop pourquoi, mais a été dégradé et s'est dilaté petit à petit. Ce qui a conduit l'année dernière à ce que je sois opérée. Alors, on dit à cœur ouvert, on n'ouvre pas le cœur, sinon c'est foutu. Ils ouvrent le sternum, ils coupent et puis ils écartent et puis ils font leur truc. Voilà, donc l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai suivi cette intervention-là. Depuis, je ne me sépare plus de ça. C'est un étui à lunettes, dans lequel j'ai pas des lunettes de vue, mais des lunettes de soleil. Parce que depuis, en moyenne 2 fois par semaine, j'ai une grosse migraine, donc 2 fois par semaine, donc je fais des migraines ophtalmiques. Les migraines ophtalmiques, c'est 15 à 45 minutes d'aura. Donc vous voyez Canal+ quand vous n'êtes pas abonné. Et moi j'ai ça, des arcs de cercle grisés, des troubles visuels particuliers, puis après des fourmis dans les extrémités, dans la langue, dans la glotte, dans le nez, dans le menton, enfin des trucs assez étranges. Et une fois que cet épisode-là est passé, j'ai une grosse migraine qui m'invite fortement à me mettre dans le noir le plus longtemps possible pour me remettre et supporter. Et dans mon étui à lunettes, j'ai aussi toujours une petite plaquette anti-inflammatoire. Et au premier signe, je prends un cachet, comme ça réduit un petit peu la violence de la migraine. Quand je dis que j'en ai en moyenne 2 par semaine, ça veut dire que quand j'en ai pas pendant une semaine, je me dis pas super, j'ai de la chance, je me dis je vais m'en chier la semaine prochaine. Depuis cette opération, j'ai aussi, du fait de ces migraines et des troubles visuels que j'ai, je peux plus conduire au-delà de 20 minutes, même 20 minutes
minutes, moi je trouve que c'est pas très raisonnable, mais des fois ça s'impose. Et puis, je sais pas si vous entendez. C'est un peu pénible, non? Je sais pas, il y a peut-être des amateurs de techno, c'est pas mon cas. Et ben depuis mon opération, je vis avec ce bruit. Et alors à cette heure-ci, il va vachement plus vite. Mais j'entends mon cœur battre. Alors on m'a dit, mais non, c'est pas possible, c'est quand on vous change la valve que vous entendez votre cœur, on n'a pas touché à votre valve. Pourtant, j'entends quand même mon cœur. Ce qui fait que j'ai plus de moments de calme complet. J'ai toujours ce petit bruit de fond très agréable. Au mois d'avril l'année dernière, je suis allée rendre visite à mon frère dans sa nouvelle maison et on a discuté, on a mangé le soir, tout ça. On a couché les enfants, puis après on a fait un jeu, on a prolongé un peu la soirée. Et puis avant d'aller me coucher, je suis allée me doucher et là j'entends ce bruit et je me dis, quand même, ils exagèrent. On met pas la musique à cette heure-ci alors que les enfants dorment. Et ben non, c'est les parois de la douche qui réverbéraient le son de mon cœur. Donc ça peut être amplifié, à tel point que parfois vous pourriez être amené à l'entendre. Voilà, donc c'est un des effets de l'opération auxquels on ne m'avait pas du tout préparé. Et d'ailleurs, qui ne sont pas du tout pris en charge aujourd'hui, puisque ça ne concerne plus mon cœur directement, c'est mon problème. Donc, voilà. Ça y est, je suis perdue. Depuis l'annonce de la perspective de l'opération, on peut dire que ça ne va pas très fort pour moi. Ça a duré quasiment 5 ans avant que l'opération soit programmée. On ne va pas dire que ça va beaucoup mieux depuis non plus. Et quand j'évoque le mal-être que ça provoque chez moi, on me dit faudrait peut-être consulter un psy. Donc je suis allée voir des psys, j'ai essayé, j'ai parlé, j'ai essayé de vider mon sac et puis voir quelqu'un hocher la tête pendant 1 heure et me demander 50 balles à la fin, ça ne m'a pas convaincue. Je me suis dit après tout, peut-être que de partager ce que j'ai vécu et de l'inscrire dans quelque chose de plus grand, dans un système qui conduit à ces violences anodines au nom de la santé, peut-être que ça me ferait plus de bien que d'aller voir un psy, donc je suis là ce soir pour essayer de voir si ça peut éventuellement me faire du bien et peut-être, qui sait, faire du bien à d'autres. Voilà, donc je vais vous parler de ça, alors entre autres, parce que mon parcours médical il n'est pas cantonné à cette opération-là. Voilà. J'ai été diagnostiquée avant mes 1 an. Alors un jour, ma mère me change ma couche, donc j'étais un bébé, et je suis toute violette avec des points rouges. Donc, elle s'inquiète. On prend rendez-vous chez le médecin qui lui-même se dit quand même peut-être qu'il faut aller voir un cardiologue, donc je vais voir un cardiologue, et puis là, il fait des examens, une échographie, et malformation cardiaque. Alors j'ai appris récemment en faisant ma conf qu'il avait été question de m'opérer quand j'étais bébé, mais que peut-être que ça pouvait attendre, que j'aurais potentiellement un retard de croissance. Voilà. Toujours est-il qu'après cet épisode où je suis devenue violette à points rouges, il n'y a pas eu d'autres incidences. Finalement, j'ai bien grandi, je me suis développée tout à fait normalement, j'ai été suivie à raison d'un rendez-vous par an chez un cardiologue qui me faisait une échographie, un électrocardiogramme, et voilà, j'allais bien. J'allais bien, j'ai essayé de gratter un petit peu, parce que bon, je me disais, tant qu'à faire, autant que ça me sert, cette pathologie. Donc au collège, je m'en servais pour avoir un certificat médical et pas tout donner en endurance, quoi. Parce que j'étais pas sportive, j'étais artiste. Donc voilà. Donc à part ce rendez-vous annuel où mon père m'emmenait, je me suis jamais sentie malade, j'ai jamais eu de contre-indication, on m'a jamais dit « Ah non, fais pas ça, c'est dangereux avec ton cœur ». Donc j'ai grandi en n'ayant pas conscience qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Quand on m'a parlé de l'opération, je me suis dit « Mais c'est bizarre quand même que je découvre maintenant qu'il y a un truc qui va pas quand même ». Parce que vraiment, j'étais à milieu d'envisager qu'à un moment donné, il fallait m'ouvrir le corps en deux. Quand j'en ai parlé avec mes parents, ils m'ont expliqué que
que mon père avait de temps en temps essayé de poser des questions aux cardiologues qui me recevaient. Il était très fréquemment renvoyé dans les roses parce que c'était pas son problème. Les cardiologues pédocardiologues ou cardiologues pédiatriques, je sais pas comment on dit, ils étaient très gentils avec moi, très bons techniquement. Par contre, sur le plan du lien avec les parents, c'était très léger. Donc ils se sont dit, après tout, elle est en bonne main, on ne va pas s'inquiéter, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, donc tout va bien. Donc ils se sont pas désintéressés, mais en tout cas désengagés. Et voilà, moi j'ai grandi dans un contexte tout à fait normal où ça allait très bien. Voilà. Et puis, dans ma famille, on n'a pas une relation hyper chaleureuse avec la médecine, on va dire. Ma mère, elle a elle-même subi des opérations pour plein de trucs divers et variés. Les médecins lui promettaient que ça réglerait toutes ses douleurs et tout ça, ça n'a jamais rien réglé. Donc elle n'est pas hyper en confiance et elle a tendance à se méfier. Puis en plus, elle fait des réactions allergiques. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'elle n'a pas cultivé une relation hyper positive. Et elle nous a transmis sans doute une forme de défiance vis-à-vis du monde médical. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles on se retrouve face à un médecin. La première, c'est on suit les recommandations. On a un calendrier vaccinal, par exemple. On a des recommandations de dépistage. À tel âge, il faut tester notre poitrine pour le dépistage du cancer du sein, je ne sais quoi. Enfin bref, il y a tout un ensemble de prérogatives dans les politiques de santé publique, dans une dynamique de prévention. Donc, on peut consulter pour répondre à ces recommandations, voire injonctions, parce qu'il y a certains rendez-vous qui sont obligatoires. Par exemple, avec des nouveau-nés, on a un rendez-vous à, je ne sais plus, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Ça, c'est obligatoire. La vaccination, c'est pareil. Il y a certains vaccins obligatoires qui conditionnent l'accès à la collectivité pour les enfants, par exemple. Donc, première raison, pour suivre les recommandations des pouvoirs publics. Deuxième raison, on a un accident de ski, de voiture, peu importe, on se fait emmener par les pompiers à l'hôpital et on nous demande rarement notre avis. Et c'est même dans ce cas-là que le consentement est... On ne va pas demander à quelqu'un qui a un ski planté dans le ventre « Est-ce que vous voulez bien qu'on vous enlève ?» Ils le font sans nous demander. Et puis la troisième raison, la plus courante, c'est on a mal ou on est inquiet. Dans les 3 situations, il me semble qu'on est plutôt vulnérable. On n'est pas dans une position de force quand même quand on va chez le médecin. Même dans le cas du respect du calendrier, des recommandations, tout ça, c'est pas là qu'on est le plus vulnérable, mais on n'est quand même pas en train de faire un truc qui nous fait plaisir et on va accorder une confiance sans en avoir vraiment le choix à un individu qui va avoir accès à notre intimité, à notre corps. On ne fait pas avec tout le monde. Le boulanger, on n'y va pas, on ne lui montre pas notre poitrine, notre train de beauté. Donc, grande vulnérabilité intrinsèque à la situation de patient. Je vous ai dit, je suis grande, vous l'avez vu, mais je suis grande depuis que je suis toute petite. Au collège, j'étais déjà grande. J'étais plus grande que quasiment tout le monde, garçons, filles confondus. Donc je passais pas inaperçu à un âge où on aime bien être quand même plutôt dans la norme et où moi j'aurais bien aimé être vraiment très très pas visible. Je me rappelle dans les vestiaires au collège, les discussions où les filles commencent à se regarder le ventre en disant « t'as trop de chance, t'as le ventre plat, oh là là, moi non, oh là là ». Moi j'étais là et quand je les entendais parler de leur poids en me disant tu te rends compte, je fais plus de 45 kilos et que moi j'étais déjà bien au-delà parce que je faisais 20 cm de plus donc forcément à un moment donné le poids il va avec, je me suis sentie très vite pas comme il faut et grosse et bref j'ai commencé à cultiver un désamour pour mon corps assez tôt. À côté de ça il y a un avantage à être grande. Un jour, je devais avoir 13-14 ans, je vais à la boulangerie du village où j'habitais et la boulangère me dit « j'ai donné tes coordonnées à une dame parce qu'elle vient en vacances à la maison secondaire dans le village,
Elle vient d'Angleterre, elle a 3 enfants et elle cherche quelqu'un pour garder ses enfants pendant les vacances quand elle vient. Moi, je me dis, cool, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me confie 3 enfants à 13-14 ans. Le petit avait 9 mois. Je rentre chez moi et effectivement, la dame m'appelle, je vais la rencontrer et on discute tout ça. Et quand je lui annonce son âge, elle me dit la boulangère m'a dit que tu avais 17 ans. Bon, il s'est avéré que ça s'est bien passé, elle a eu confiance, elle m'a confié ses enfants, mais elle ne l'aurait jamais fait en sachant mon âge réel. Donc voilà, avantage. J'ai gardé des enfants très tôt, ce qui m'a permis d'avoir de l'argent et de m'acheter des pantalons à ma taille. Parce que mes parents n'avaient pas 90 balles à mettre dans un jean Levi's et à l'époque, en tout cas, il n'y avait que Levi's qui taillait en longueur. Donc j'ai pu m'acheter des pantalons grands. Voilà. Tout ce qui est petit et mignon, vous avez entendu? Alors moi, pour compenser, on me disait oui, mais tout ce qui est grand est charmant. Dans les histoires, les contes, les dessins animés, qui est-ce qui est charmant? Le prince. Pas la princesse. J'ai passé très longtemps à chercher un prince qui soit grand, plus grand que moi. La taille moyenne des hommes en France, c'est à peine 1m75. Donc moi je fais plus d'1m80, je suis plus grande que les femmes, mais je suis vachement plus grande que beaucoup d'hommes. Et vu que l'image de la virilité chez l'homme c'est aussi sa taille, je n'étais pas la seule à vouloir un homme grand. Même les petites elles veulent des hommes grands. Donc c'était pas facile. Si j'avais su, j'aurais tout de suite cherché un homme petit. Bon, en tout cas un homme bien. Fou de cette tête. Ça fait 11 ans que je partage ma vie avec quelqu'un qui fait à peine 1m75. Et il s'est avéré que dans les derniers mois, les dernières années où j'ai été pas très bien dans mes pompes, j'ai ressenti le besoin par moment d'être une petite chose fragile. Et pour être une petite chose fragile, c'était bien que lui il soit un peu grand. Donc on a investi les marches d'escalier, les trottoirs et les marchepieds. Comme ça je peux être un peu petite des fois, dans ses bras de pas grand. Il y en a d'autres, des gens qui sont sur un marchepied. Alors eux c'est la société qui les y a mis, l'histoire, tout ça. Et puis leur formation, c'est les médecins. Eux, ils en ont un grand marchepied, hein, il est plus haut que ça. La formation des médecins, elle est divisée en 3 cycles. Le premier cycle, c'est la première année qui est une année de tri. Donc tri, c'est bachotage toute l'année, puis on recrache le mieux possible, pas le mieux possible d'ailleurs, mais mieux que les autres, ce qu'on a essayé d'ingurgiter toute l'année. Et puis ça nous permet d'accéder ou pas aux études aux années suivantes. La deuxième et la troisième année, on est un peu dans la même veine. C'est l'acquisition d'un socle de connaissances qui va être nécessaire à toutes les spécialités. Et puis ça se termine par un nouveau concours qui va permettre aux étudiants après de s'orienter vers telle ou telle spécialité. Commence alors le deuxième cycle, qui lui dure 3 ans aussi. Donc 4e, 5e, 6e année, c'est l'externat. Là, les étudiants sont à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps à la fac. À l'hôpital, ils sont sous la tutelle d'un patron, d'un mentor, d'un médecin PUHU, c'est professeur universitaire praticien hospitalier. Donc c'est des pontes, hein, souvent c'est des gens, ils sont là à peu près, et ils le savent, en tout cas pour beaucoup ils le savent. Et puis le dernier cycle, lui, il dure 4 à 6 ans selon la spécialité. Il est constitué de stages semestriels. Donc là, ils sont à mi-temps, les étudiants internes à l'hôpital, avec des enseignements de temps en temps, mais en tout cas principalement de la pratique à l'hôpital. Toujours sous la tutelle des grands pontes. Ça s'appelle le mandarinat, ce système. Des mandarins, c'est des pontes et des mandarins. C'est joli. Le mandarinat, c'est un système de sélection et de promotion des élites qui est fondé sur des enseignements académiques et des épreuves compétitives. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on va obtenir les gens les plus humains et les plus engagés sur le plan de la relation avec leurs patients, mais c'est comme ça que ça marche.
Et même s'il y a aujourd'hui, et depuis quelques années, l'introduction de sciences humaines, de psychologie, d'histoire de la médecine, tout ça, pour essayer de favoriser une relation plus saine, le mandarinat continue d'exister dans les deuxième et troisième cycles, et du coup continue de perpétuer un système de domination avec du mépris de classe, avec une hiérarchie des soignants. Il y a tout en bas les infirmières, puis les généralistes, et puis après il y a les spécialistes qui là ne font que monter. Voilà, donc je pense que ça pourrait être déjà un levier par lequel on pourrait modifier 2-3 trucs. Mais il va falloir changer tout, pas juste les deux premiers, pas le premier cycle, quoi. C'est pas avec les études juste universitaires qu'on va renverser la vapeur. Faut changer intégralement ce système pour qu'il n'y ait plus de possibilité de domination à laquelle les étudiants sont finalement contraints d'adhérer, puisque sinon ils ne valident pas leurs années, ils ne valident pas leurs stages, etc. Quand j'étais ado, donc je vous ai dit, j'étais pas très sportive, mais une année mes copines m'ont dit on pourrait faire du karaté Kyokushinkai. Je dis allez, on s'est inscrite. Le karaté Kyokushinkai, c'était une partie, c'était des katas, donc des chorégraphies, voilà. Et puis l'autre partie, c'était des combats. Donc moi j'étais dans ma catégorie d'âge, mais pas dans ma catégorie de taille. Donc en combat, je pouvais pas porter les coups, mais je pouvais les prendre. Donc là, ça vient confirmer que je suis forte, quoi. Je peux encaisser. Mon adolescence, c'est aussi le moment où je me dis, bon, mon corps globalement, il m'enquiquine, mais autant qu'il me serve à quelque chose. Je suis une femme, je suis ravie, alors ça va peut-être surprendre plein de gens, mais moi j'étais ravie d'avoir mes premières règles, parce que ça voulait dire que la machine fonctionnait, et en fait le seul truc que je savais dans ma vie, c'était que je voulais avoir des enfants. Ça donnait un sens à ce corps, trop grand, trop chiant, trop ceci. Quand j'ai eu mon bac en 2005, j'avais fait une demande de bourse, tout ça. J'étais donc boursière et mes parents on habitait dans le Tarn et j'ai demandé une chambre universitaire à Lille. J'étais pas en colère après mes parents, mais j'avais besoin de distance pour marquer mon indépendance. Donc je suis partie m'installer à Lille. Donc j'étais boursière au plus grand échelon, j'avais pas un rond. Tout le monde m'avait dit tu verras Lille, c'est une ville étudiante géniale, c'est hyper dynamique, les gens sont chaleureux. Bon, moi, en n'ayant pas un rond, à Lille, on ne fait pas grand-chose. D'autant que ma chambre universitaire, c'était la résidence la plus pourrie de Lille, et en fait, elle n'était pas à Lille. Donc moi, j'ai bien connu Ronchin. Mais la vie culturelle et dynamique étudiante de Ronchin, elle est assez pauvre. Mais bon, j'avais une super résidence universitaire avec beaucoup de cultures différentes. Des gens, forcément, le truc la moins cher, ça fait venir les gens avec plus de moyens. Donc c'était vivant, c'était chaleureux, on a passé plein de bons moments. Et j'ai rencontré un homme grand dont j'ai cru qu'il ferait un bon père pour mes enfants. Et vu que c'était ce que je voulais, moi, je suis tombée enceinte assez vite. Donc en 2006, je suis enceinte et je vais chez un échographe libéral pour ma première échographie. Alors des échographies, j'en ai fait toute ma vie. Pour mon cœur, mais pour un bébé, je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas en quoi ça consistait. Donc, je connaissais l'appareil, mais pas ce qu'on y faisait dans ce cadre-là. L'échographe me fait mon échographie, tout ça, et puis il dit rien. Il me donne mon compte rendu, je rentre dans ma petite chambre de 9 mètres carrés. Et dans la nuit, j'ai des contractions, puis je perds du sang, puis j'appelle ma mère. Je n'avais pas envie de le dire parce que je me disais ça va concrétiser les choses, mais elle me l'a dit. Il faut que tu ailles à l'hôpital, tu fais une fausse couche. Je suis allée à l'hôpital, j'ai été hospitalisée pour un curetage hémorragique. Et en lisant le compte rendu de l'échographie, j'ai vu qu'il était écrit « pas d'activité cardiaque fétale ». Donc il le savait. Moi je ne le savais pas puisque je ne suis pas échographe. Et puis j'avais jamais eu d'échographie. Mais lui il savait et il m'a rien dit. Il m'a laissé partir en sachant qu'à un moment donné, parce que s'il n'y a pas d'activité, j'étais à 2 mois et demi de grossesse. S'il n'y a pas d'activité cardiaque à 2 mois et demi, c'est qu'il va se passer quelque chose. Alors, en 460 avant Jésus-Christ, un mec
Hippocrate, qui est considéré comme un des pères fondateurs de la médecine, qui avait pensé 2-3 trucs sur la médecine, et qui disait notamment, ça apparaît dans le serment d'Hippocrate, que tous les médecins continuent de prêter au moment de devenir médecin. Aujourd'hui, ça n'a aucune valeur juridique, mais c'est symboliquement encore le cas, dans beaucoup de pays occidentaux, en France en tout cas, ça c'est sûr. Il y a une des phrases du serment d'Hippocrate qui dit « Au moment d'être admis à l'exercice de la médecine, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. » Bon, l'échographe, je ne sais pas s'il a prêté le serment, mais il n'a pas la même définition que moi de honneur et probité. Alors peut-être que Hippocrate n'avait pas la même non plus, je ne sais pas. Il disait aussi que la médecine, c'était guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours. Bon, bah pareil, hein. On n'a pas les mêmes dictionnaires, a priori. Il aurait fallu attendre 1947 en France pour avoir un premier code de déontologie. 1957 pour le premier code de santé publique. Dans les années 70, une réflexion pluridisciplinaire et internationale a donné lieu à la bioéthique, qui est une discipline réfléchie autour de l'éthique de la médecine. Et puis en 2002, en mars 2002, a été votée la loi dite Kouchner, qui recense les droits des patients et les devoirs des soignants. Parmi ces droits, il y a le droit à la dignité, le droit à l'information, donc à accéder aux données qui nous concernent, ce qui n'était pas nécessairement le cas jusqu'alors. La nécessité pour les médecins de recueillir un consentement libre et éclairé par les patients. Le droit au secret médical et puis la non-discrimination dans l'accès aux soins. Donc ça ne date pas de 2002 à proprement parler, mais en tout cas cette loi, elle a posé ces choses-là dans la loi de façon incontournable. Quand j'ai été opérée du cœur l'année dernière, je suis restée 10 jours à l'hôpital. J'ai fait 5 jours en réanimation, puis 5 jours en chirurgie cardiaque. Alors en réanimation, j'avais pas faim. J'étais pas en état de manger. Alors pour que moi j'ai pas faim, c'est que j'étais vraiment pas en bon état, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien à manger. J'ai perdu 10 kilos les 5 premiers jours. Alors j'en avais sans doute besoin, mais bref, ça avait quand même... Quand je suis arrivée en chirurgie cardiaque, au bout de quelques jours, l'appétit a commencé à revenir. Alors déjà parce que je pouvais me lever, je pouvais m'asseoir, je revivais plus ou moins, alors que jusque-là j'étais quand même globalement couchée, branchée de partout. Donc voilà, l'appétit commence à revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé à l'hôpital, mais c'est pas un bon resto. C'est franchement dégueulasse. Et en plus tout est dégueulasse, parce qu'au-delà de la nourriture, à la rigueur, si c'était servi dans une assiette, ça pourrait aller, mais là c'est dans des barquettes en plastique avec un fil plastique plein de buée, tout est fait pour qu'on n'ait pas envie de manger. Mais moi j'avais envie de manger, j'avais faim. Donc je pleurais beaucoup parce que quand on m'apportait un plateau de brocoli à la vapeur, j'étais triste. J'étais triste d'être là. Et un soir, j'entends la personne qui emmenait les plateaux pousser le chariot et puis annoncer à la personne de la chambre d'en face « Monsieur machin, ce soir c'est tarte au fromage ». Je me dis « Ah, peut-être qu'il y a un moyen que ce soit mangeable ». Et moi, elle m'a mis mon plateau et j'avais des courgettes à la vapeur. Donc là, j'ai pas compris. Puis après, j'ai regardé et j'étais au régime. On m'avait mise au régime. Alors, j'ai jamais voulu faire de régime de ma vie. Je crois que le dernier moment auquel j'aurais pensé à faire un régime, c'était là. Je voulais tout sauf ça. On m'a pas demandé mon consentement. Ou alors, c'était quand je dormais, pendant qu'ils m'opéraient, peut-être qu'ils m'ont fait signer un document qui disait que j'avais très envie de perdre du poids maintenant dans ma vie. Voilà, donc le consentement, tout ça. Mais bon, l'hôpital, c'est quand même une entreprise qui doit tourner et les économies se font partout, y compris sur le bien-être potentiel des patients. Et donc, la bouffe, on la sous-traite à des industriels de la nourriture qui répondent à des cahiers des charges.
Je pense que la barquette de courgettes à la vapeur, elle répondait au cahier des charges. Il y avait certainement la bonne quantité de magnésium, de sucre, de sel, de machin. Tout était parfait sur le plan nutritionnel. Après, les saveurs, le plaisir, l'assiette, tout ça, on est beau au resto quand même. Voilà. J'ai eu 3 enfants. Bon, je suis plutôt contente, hein, parce que c'était le but de ma vie, donc ça va. J'ai eu une première fille, avec celui qui n'est plus présent dans notre vie, parce que peut-être que j'aurais pas dû miser sur un grand à ce moment-là. Puis 2 garçons, dont le premier est né en siège. Ma fille est née par voie basse, tout à fait normalement, sous péridurale, parce que j'avais 20 ans et qu'on m'a dit c'est bien, et du coup j'ai dit ok, et voilà. Le deuxième, il est né en siège, donc on m'a pas vraiment laissé le choix. J'ai réussi à négocier une naissance par voie basse, alors que souvent pour les sièges, c'est césarienne. Moi, ça me terrifiait. J'ai dit bah non. Et vu que je suis grande et qu'il n'était pas prévu qu'il soit très gros, ils ont dit ok, mais c'est péridurale obligatoire. Et du coup, dans la perspective de ma 3e grossesse, j'ai pris rendez-vous avec un cardiologue à qui j'ai dit bon, moi j'aimerais bien vivre un accouchement physiologique, donc sans péridurale, sans intervention médicale. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a une contre-indication quelconque par rapport à mon cœur? Il m'a examiné, tout ça, et il a dit non, pas de problème, je vous donne ma bénédiction pour accoucher physiologiquement. Super. Donc je suis tombée enceinte et j'ai préparé tout au long de la grossesse un accouchement physiologique. Donc en lisant des livres, en rédigeant avec mon conjoint un projet de naissance, voilà, en me préparant, en respirant, plein de trucs, en parlant beaucoup à mon bébé dont je ne savais pas le sexe, en lui disant qu'on allait faire équipe, que ça allait bien se passer, que c'était chouette, que j'étais quand même plus ou moins conçue pour, donc normalement tout devrait bien se passer. Mon deuxième né en siège, il est né en 3 heures, donc a priori, voilà, j'étais confiante, c'était bien. Et puis j'étais soutenue, c'était un projet d'équipe et voilà, on y croyait tous les deux. Donc voilà. Au 9e mois, on doit s'inscrire à la maternité quand on veut accoucher. On a pris rendez-vous dans une clinique qui proposait des salles nature. Il n'y avait pas ça à l'hôpital public, donc on s'était tourné vers cette clinique-là. On est arrivé à la clinique, on a visité les salles nature, et alors là, salle nature c'est quand même trop bien quoi. Une belle salle déjà très grande, très spacieuse avec des peintures sur les murs, des fresques colorées, des couleurs chaudes, une baignoire, une grande baignoire, des tentures suspendues pour pouvoir se masser, se détendre, tout ça, un lit 2 places pour se reposer à 2. Enfin bref, un truc, super, c'est là que je veux accoucher. On fait la visite, tout ça. Et puis on passe aux admissions, au côté administratif. Et là on me dit, vous avez des problèmes de santé? Non, je n'ai pas de problème de santé, mais j'ai une cardiopathie. Ah bah non, on ne prend pas les gens qui ont des problèmes de santé. Bon, petite douche froide. J'aurais pas la salle nature. Mais bon, c'est pas grave, on me renvoie vers l'hôpital dans lequel j'avais accouché de mes 2 premiers enfants, dans lequel ça s'était relativement bien passé. Donc on va pour les admissions, tout ça, on fait les papiers, et puis rendez-vous avec l'anesthésiste, parce que même quand on envisage un accouchement physiologique, on n'est pas à l'abri d'un problème qui nécessite une césarienne ou autre, et du coup le rendez-vous avec l'anesthésiste, il est incontournable. Et là, alors je sais pas pourquoi, mais l'anesthésiste... Vraiment, je ne comprends toujours pas à quel moment il lui est passé l'idée dans la tête, mais elle me dit « Vous avez vu un cardiologue pendant votre grossesse ?» Bah non. Je l'ai vu avant, il m'a dit que j'avais pas de contre-indication, tout va bien, donc non. Elle m'a dit bah il faut faire un contrôle. Et elle m'a pris rendez-vous en urgence pour une IRM à 9 mois de grossesse de mon cœur, qui a révélé que la dilatation de mon aorte avait progressé pendant la grossesse. Donc c'était pas de salle nature, pas d'accouchement sans péridurale. Mais pire encore, ils m'ont pas laissé le choix. J'ai eu droit à une césarienne programmée. Donc moi, on était à 15 jours du terme à ce moment-là. Ça faisait donc 9 mois, un petit peu plus de 9 mois que je disais à mon bébé, tu vas voir, ça va être génial.
Et là, on me disait, la semaine prochaine, on fixe la date, et puis en fait, on ne va pas lui laisser le choix, c'est pas lui qui va décider quand il va sortir, vous n'allez pas faire équipe, et on va vous accoucher. Donc voilà. J'ai raté un truc là. J'ai oublié de vous dire. Le refus de la clinique. Je vais faire mon tour, c'est pas grave. Le refus de la clinique, il s'inscrit dans une logique qui est liée à la mise en place de la tarification à l'acte. Depuis 2004 dans les établissements publics et 2005 dans les établissements privés, c'est le système de financement des établissements. La tarification à l'acte, c'est la T2A, c'est joli. C'est une logique de garagiste. C'est à chaque panne correspond un code qui correspond à un diagnostic, panne, devis, réparation, facture. Chaque panne a un code. Chaque réparation a un code. Un accouchement physiologique, c'est un code qui n'est pas hyper méga coté. Ça ne rapporte pas beaucoup parce qu'un accouchement physiologique, il y a un peu besoin d'intervention, puisque la femme elle accouche toute seule et qu'elle n'a pas besoin de péridurale, ni de médicaments, ni quoi que ce soit. Ça ne rapporte pas beaucoup. Le séjour, il n'est pas censé durer très longtemps non plus, puisque tout va bien et que dans la plupart des cas, les mamans n'ont pas envie de s'éterniser à l'hôpital, on ne mange pas assez bien. Donc c'est assez court et donc c'est pas une grosse facture à la sortie. Mais il y a certaines cliniques, comme celle dans laquelle je pensais m'inscrire, qui proposent des accouchements physiologiques, mais qui ne veulent pas prendre le risque qu'il se passe quelque chose qui fasse déborder la facture. Parce que si le code rentré c'est accouchement physiologique, la facture elle va correspondre. Donc si autour de l'accouchement physiologique il se passe la nécessité d'intervenir parce que le cœur s'emballe ou je sais pas quoi, il faut faire venir un médecin spécialiste de je sais pas quoi, s'il faut des médicaments de je sais pas quoi et tout ça, ça fait gonfler la facture pour l'établissement, mais pas la facture à la sortie de prise en charge par la sécurité sociale. Donc les établissements privés peuvent se permettre de dire non, on va prendre que des gens dont on est sûr qu'ils vont nous rapporter des trucs, des sous. Moi je suis pas rentable parce que potentiellement ça peut déconner, donc ça allait pas, donc ils pouvaient se permettre de me dire qu'ils voulaient pas de moi. Il y a des cliniques qui ne font que des choses rentables, des cliniques spécialisées dans la prothèse de genou, mais chez des sportifs qui vont se remettre très vite, qui ne vont pas s'éterniser à l'hôpital, qui ne vont pas avoir d'autres problématiques parallèles. Du coup, ça rapporte beaucoup et ça coûte pas trop, puisque... Enfin voilà, la T2A. Donc je devais en parler avant de vous dire pour l'accouchement, tout ça, et donc finalement, césarienne. Alors là, petit chapitre sur la césarienne. C'est réjouissant aussi. En France, il y a 21% de grossesses qui se finissent par une césarienne. 21%, ça veut dire que une femme sur 5 accouche par césarienne, une femme sur 4 pour les primipares, celles qui accouchent pour la première fois. L'Organisation mondiale de la santé, elle estime qu'un taux normal de césarienne devrait se situer entre 10 et 15%. Au-delà, c'est qu'il y a des abus. Et il y a des abus, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société patriarcale qui a réussi à faire croire aux femmes que c'était mieux pour elles une césarienne. C'était plus confortable, on s'en remet mieux, ce qui est complètement faux scientifiquement, mais ça a été banalisé. L'acte de la césarienne, il est banalisé et on arrive à convaincre des femmes qu'elles se remettront plus vite d'une césarienne que d'un accouchement physiologique. Parce qu'un accouchement physiologique, ça peut durer longtemps. Notre corps, il est fait pour ça quand même. Mais le temps, c'est de l'argent et du coup, une césarienne, ça va vite et puis on peut la programmer, donc on peut faire en sorte que ça ne tombe pas le jour du mariage de la fille de l'obstétricien. C'est vachement pratique. Et puis c'est rentable. Alors là, c'est très paradoxal, après ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais la césarienne, du coup, le code de la césarienne dans la T2A, lui, c'est un gros code, parce que c'est la mobilisation d'une équipe complète. C'est un bloc opératoire, c'est des anesthésiants, c'est des produits après, désinfectants, tout ça. Et c'est un séjour plus long aussi pour la maman et le bébé à l'hôpital. Donc, pour des établissements à but lucratif, c'est bien la césarienne, ça vaut le coup. Il y a des établissements en France aujourd'hui qui
pratique 80% de césarienne. Au niveau des abus, on pense que c'est assez lisible. Voilà, donc moi j'ai subi une césarienne alors que c'était ma hantise. Et en plus, ils m'ont un peu arraché quand même, parce que après m'avoir refusé à la clinique et m'avoir imposé une IRM pour laquelle mon consentement libre et éclairé était très relatif, ils m'ont dit donc pas le choix, là c'est césarienne obligatoire, quand même, vous voulez pas que votre mari se retrouve seul avec 3 enfants. Puis vous voulez pas que votre bébé il ait une maman quand même. Bon bah évidemment j'avais envie que mon bébé ait une maman, j'avais un peu envie de le rencontrer quand même, puis de m'excuser, de lui faire vivre toutes ces aventures, avant même qu'il ait vu la lumière du jour. Donc voilà, j'ai consenti à une césarienne que j'ai vécue de façon très traumatique. Donc je vous ai dit, hein, j'avais passé 9 mois à me préparer à l'accouchement qui me réconcilierait avec mon corps. Voilà, c'est raté. J'ai un très mauvais souvenir de cette naissance, avec la culpabilité qui va avec, parce que j'avais pas envie d'être coupable de vivre ça. J'avais pas envie d'assimiler la naissance de mon dernier enfant à ce moment-là. J'ai le souvenir d'avoir été allongée, les bras attachés en croix comme ça, et de dire ils vont m'ouvrir le ventre, ils vont m'ouvrir le ventre. J'avais froid, j'avais peur. Je vous ai dit qu'on avait gardé le sexe de notre enfant secret, je ne me rappelle pas avoir découvert que c'était un garçon. Voilà, donc c'est pas un moment hyper chouette de ma vie, et puis donc c'était au nom de ma survie quand même, hein. Il s'agissait de me sauver la vie. Hein. Mais derrière, j'ai passé 5 jours à l'hôpital, là où je voulais en passer 24 heures. Et puis dans ma chambre, il y avait un problème de climatisation, donc j'avais un bruit d'aspirateur en continu, c'était hyper reposant. Pendant ces 5 jours à l'hôpital, personne n'a évoqué mon cœur. Personne ne m'a dit, bon maintenant il va falloir prendre un rendez-vous pour revérifier tout ça. Personne. Donc j'étais la veille sur le point de mourir, et là finalement... Donc, je sais pas vous, mais moi, ça a suscité une forme de colère et de défiance. On a déménagé dans l'année à La Rochelle, et quand j'ai pris rendez-vous avec un cardiologue pour continuer mon suivi annuel, je lui ai dit maintenant, il va falloir arrêter de me prendre pour une couillonne, parce que mon cœur, il est à moi, il est dans mon corps, donc dites-moi les choses, quoi. Arrêtez de me balader. Je crois que je suis grande, je suis capable de prendre des décisions. En tout cas, j'aimerais bien être un petit peu concernée par ce qui me concerne. Voilà. J'ai soif. La médecine en France, elle a une histoire. Pendant très longtemps, la médecine, c'était curatif. Il y avait un problème, et puis on soignait le problème. Ça s'associe aussi à la religion. La maladie, c'était la manifestation du mal. Donc on la soignait comme telle. Il y avait 2 grandes familles qui exerçaient la médecine. Il y avait d'un côté les docteurs, les médecins, et les officiers de santé, qui eux exerçaient la médecine traditionnelle. Les docteurs avaient donc un doctorat qui coûtait cher, qui était prestigieux, et puis les officiers de santé c'était un peu moindre, et ils avaient eux des contraintes liées au fait que c'était pas vraiment des docteurs. Ils étaient sympas de bien vouloir nous aider parce qu'il n'y avait pas assez de docteurs, mais c'était des sous-docteurs. Et puis de l'autre côté, il y avait toute la médecine alternative, les rebouteux, les herboristes, les matrones, qui géraient la santé, notamment dans les campagnes. Pour toutes les maladies courantes, c'était à eux qu'on faisait appel. Les médecins et les officiers de santé, ils exerçaient prioritairement auprès de l'élite notable qui avait les moyens, qui étaient solvables. Mais pour tout ce qui était recherche et évolution de la médecine,
il s'appuyait sur les hospices, qui étaient des lieux d'assistance pour les personnes les plus démunies. Et du coup, les personnes indigentes, elles n'étaient pas vraiment en position de négocier, donc on se servait de leur corps pour expérimenter, pour observer l'anatomie et des choses comme ça. Donc si la science a progressé, c'est parce que les médecins ont pu s'appuyer sur les indigents et pas sur les gens solvables. À la fin du 19e siècle, l'industrialisation en France, elle a correspondu aussi à la déchristianisation générale de la société. La médecine aussi, elle a été concernée. Et il y a la loi Chevandier en 1892, non 92, 1892. Oui. En 1892, la loi Chevandier, elle réserve désormais, au nom de la lutte contre les charlatans, elle réserve la médecine aux seuls détenteurs d'un doctorat. Donc c'est fini pour les officiers de santé et il y a une chasse aux sorcières des herboristes et de toutes les médecines alternatives qui ne sont pas vraiment des médecins. Donc voilà, c'est l'apogée du médecin prestigieux, du médecin élu, de la profession digne. Et puis, à côté de ça, du coup, l'industrialisation, elle fait naître aussi des nouveaux besoins dans les populations travailleuses. Et donc, se développe une médecine de caisse, avec les ouvriers s'associent, créent des collectifs et mettent en place des caisses de mutualisation dans lesquelles on cotise à la hauteur de ses moyens et on bénéficie à la hauteur de ses besoins des soins médicaux éventuels. C'est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, quand la bourgeoisie est affaiblie par la collaboration avec le régime de Vichy, et le monde ouvrier, lui, il est renforcé par la résistance, qu'est mise en place la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est l'institutionnalisation de ces systèmes de caisse. C'est la mise en place à l'échelle du pays d'une assurance maladie, retraite et chômage, pour permettre à chacun de subvenir à ses besoins dans les moments où le travail ne lui permet plus de le faire, pas ou plus de le faire. En 1958 sont mis en place les CHU, les centres hospitalo-universitaires. En 1961, les CHRU régionaux. Ces établissements publics deviennent des lieux d'enseignement de la médecine, de recherche toujours, et de prise en charge des patients. Les médecins passent tous désormais par ces établissements-là pour se former. Voilà. Et puis, dans mai 68, ça me parle, grande période de contestation sociale, la médecine ne fait pas exception, elle est bousculée, des étudiants, des médecins remettent un peu en question le système du mandarinat, alors ça ne fera pas se casser la figure, mais il y a l'émergence d'une médecine contestataire qui essaie de faire autrement, et puis il y a des recherches en sciences sociales qui introduisent des nouvelles idées selon lesquelles la médecine n'est plus juste biologique et qu'il y a certaines maladies qui se développent pour des raisons sociétales, pour des raisons économiques, pour des raisons d'environnement. Donc ça c'est assez nouveau et ça vient transformer la médecine dans son ensemble. Et puis il y a les contestations sociales des soignants, notamment des infirmières qui revendiquent la reconnaissance de leur savoir-faire, de leur métier, de leur spécialité, et puis d'une meilleure rémunération, de meilleures conditions de travail, donc une reconnaissance d'autres soignants que les médecins naît de ce moment-là. Quand j'étais à l'hôpital là, pour mon opération, en réanimation, je vous ai dit, je me suis levée une fois, mais c'était très compliqué, puis j'étais branchée un peu partout, tout ça. Donc j'ai été lavée. C'est pas évident à 36 ans de se faire laver. Peut-être que ça coupe l'appétit. Quand je suis arrivée en chirurgie cardiaque, dans le service de chirurgie cardiaque, 2 jours après ou le lendemain, je ne sais plus, 2 jours à peu près après mon arrivée, l'infirmière le matin me dit ah bah c'est super, aujourd'hui vous allez pouvoir prendre votre douche. Je
me dis, ouais, super, vraiment, là, c'était une grande satisfaction de me dire que c'était moi qui allais m'être toute nue toute seule, me laver toute seule et tout. Sauf qu'elle me dit, par contre, attendez 5 minutes, je reviens avec le gel désinfectant pour votre cicatrice, et puis il faut que je vous enlève le pansement, et après vous m'appellerez pour que je vous remette le pansement. Et elle me dit, non, je veux plus me doucher. Je veux continuer de sentir la bétadine, c'est pas grave. Je lui dis non, c'est pas possible. Il me dit bah si, il faut, c'est important, il faut que vous la laviez correctement. Je dis non, non, je suis pas prête. Moi, je voulais pas la voir, ma cicatrice. Je voulais pas la voir, ni la voir du verbe avoir, ni la voir du verbe voir. J'étais pas prête, c'était pas possible. Et dans les salles de bain, à l'hôpital, il y a un miroir, donc de toute façon, si j'allais me doucher, j'étais obligée de la voir. Et puis en plus, il fallait que je la frotte, il fallait que je la lave, c'était pas possible. Donc elle m'a dit, mais quelle chochotte. Alors j'assume. Hein. Moi, si je me coupe en faisant la cuisine, j'ai envie de pleurer, de vomir. Donc une cicatrice de 17 cm qui a moins de 10 jours, avec encore des fils et des machins. Et je suis une chochotte, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Il y a une indéniable asymétrie dans la relation entre les soignants et les patients. Une asymétrie émotionnelle, parce que c'est notre corps quand même. Je pense que même cette infirmière qui baignait dans cet univers tous les jours, si elle avait dû se nettoyer sa cicatrice, ça l'aurait touché un petit peu quand même. Parce que ça aurait été son corps. Et moi, je ne baigne pas dans cet environnement. Donc en plus, voilà. Et puis il y a une asymétrie aussi de connaissances. Un médecin qui annonce un diagnostic à un patient, lui, il sait à peu près tout ce qui va se passer derrière, les risques. Nous, non. On n'a pas fait les 10 ou 12 ans d'études qu'ils ont faites, et pour cause. Donc on n'est pas médecin, donc on ne sait pas, et voilà. Ça crée un sacré déséquilibre. Alors, oui, j'étais une chochotte, mais j'ai pas eu le choix. Parce qu'ils m'ont pas dit, bon, allez, on est sympa avec les chochottes ici, on vous laisse un peu de temps. Non, il fallait que je me douche, il fallait que je lave ma cicatrice, donc je me suis douchée, j'ai lavé ma cicatrice. Dans les années 80, il y a eu une épidémie mondiale de sida. Cette épidémie, en France, elle a bousculé la relation patient-médecin. Parce que les médecins étaient ignorants là où les patients avaient une forme d'expertise puisqu'ils vivaient la maladie. Les médecins, ils ne savaient pas ni comment on attrapait cette maladie, ni comment elle se transmettait, ni comment elle évoluait, ni comment on la soignait, ni rien. Donc ils avaient besoin des patients. Ils avaient besoin de leur retour, ils avaient besoin de leur connaissance, ils avaient besoin de leur ressenti. Ils avaient aussi besoin d'avoir une idée de leur pratique, de leur pratique personnelle, de leur vie sexuelle, de choses dont on ne parle pas, ou en tout cas dont on ne parlait pas à son médecin. Là, ils ont eu besoin de ces informations-là. Ce qui a donné aux patients un pouvoir que jusque-là, aucun patient n'avait eu. D'autant que l'épidémie de sida a majoritairement touché la communauté homosexuelle, qui était une communauté soudée. Et il y a eu des collectifs qui se sont créés, des associations de patients qui ont milité pour plus de droits, pour plus de considération, pour le respect de leur dignité. Et ça a conduit, notamment 20 ans après, à la loi Kouchner, qui a inscrit dans la loi l'accès à l'information. Ces patients-là ont obtenu le droit d'accéder à leurs dossiers médicaux. Jusque-là, on ne demandait pas à son médecin d'avoir accès à nos données, même si c'était les nôtres. C'était pas les nôtres en fait, c'était celles qui concernaient notre corps, et donc ça concernait les médecins, on était trop cons pour avoir accès à ça. Donc ça a vraiment été un événement notable dans l'histoire de la médecine. En 1996 a été découverte la trithérapie. Donc grande victoire. Désormais, on peut vivre avec le sida.
survivre, vivre, je sais pas, en tout cas, ça a redéséquilibré la relation. On est redevenus des patients profanes face à des médecins sachants, et du coup, ils sont remontés sur leur piédestal, et voilà. Et puis 96, c'est aussi la première loi de financement de la sécurité sociale. Une année noire. Enfin, noire, après, pour la trithérapie, c'est quand même plutôt positif. Hein. Un peu con ce que j'ai dit. C'est horrible, en fait. Comme quoi, c'est pas ça. Loi de financement de la sécurité sociale, c'est le début de l'appropriation par l'État et puis par le patronat des conquis sociaux, du système de caisse, de collectivisation. Ils se sont tout pris et puis ils ont dit maintenant il faut qu'on mette des enjeux financiers et c'est comme ça qu'aujourd'hui ils justifient qu'il faut faire des coupes budgétaires à l'hôpital parce que quand même on n'a plus les moyens. Sortie de Seconde Guerre mondiale, la mise en place de la sécurité sociale, la France n'était pas au mieux de sa forme économiquement, mais ça a été mis en place là, donc peut-être que c'est un argument pas valable. Peut-être. Après mon hospitalisation, j'ai eu droit à un séjour en rééducation. Alors j'ai passé 10 jours à l'hôpital, 10 jours chez moi parce qu'il s'était planté dans les dossiers et du coup il n'y avait pas de place au centre de rééducation. Donc moi je ne voulais pas prolonger mon séjour, je suis rentrée chez moi pour manger. Et puis retrouver mes enfants quand même. Et puis 10 jours après j'ai pu intégrer le centre de rééducation. Un centre de rééducation spécialisé dans les suites de cardio-chirurgie cardiaque. Donc avec une moyenne d'âge assez élevée, un établissement qui ressemble assez pas mal à un EHPAD, avec une ambiance EHPAD. On y mangeait très bien, vraiment. Il y avait des cuisiniers et c'était bon. Mais bon, c'était pas la folie quand même, quoi. Le soir, on me glissait sous la porte ou on me posait sur la table de ma chambre le programme de la journée du lendemain. Avec à telle heure, vous devez aller prendre vos médicaments. Parce que j'étais pas assez grande et assez responsable pour prendre mes médicaments dans ma chambre. Donc j'allais les prendre devant l'infirmière qui vérifiait bien que j'avalais mon médicament. Donc j'avais 36 ans, hein. Pas 4. Donc l'heure de la prise des médicaments, on faisait la queue tous avec notre petit gobelet. Et puis l'heure du repas, et puis après j'avais 3 activités dans la journée. Une demi-heure de gym avec des kinés qui nous faisaient monter des bouteilles d'eau comme ça pour se muscler un peu le haut du corps qui avait pris cher quand même. Une demi-heure de vélo d'appartement, pareil, sous la surveillance de kiné. Et une demi-heure de marche autour du bâtiment. Bon, moi j'habite à 5 minutes de la plage. J'avais 3 enfants qui n'étaient pas très bienvenus dans ce centre de rééducation un peu vieillissant. Parce qu'ils avaient 5, 9 et 15 ans, donc ils sont un peu vivants, un peu dynamiques, ils bougent, ils parlent, ils chantent, ils sautent, ils crient, ils jouent. C'était pas l'ambiance, donc ils venaient me voir, mais c'était pas cool pour eux, c'était cool pour personne. Donc rapidement je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Je peux aller marcher sur le bord de la mer, pas de problème, je prendrai mon pouls, je surveillerai tout bien. Donc au premier rendez-vous que j'ai eu avec la cardiologue du centre, je lui ai posé la question. Quelle est la pertinence de ma présence ici? Elle m'a répondu, je ne suis pas là pour négocier. Si vous n'êtes pas contente, vous n'avez qu'à partir, c'est à vos risques et périls. Bon. Moi, je tenais à ma vie. Hein. Donc, vu que j'avais pas d'explication, je suis restée. Je voulais pas négocier, hein. C'était pas ça le truc. Moi, je voulais juste comprendre comment c'était justifié, pourquoi il valait mieux que je fasse des tours du bâtiment plutôt que d'aller me promener sur la plage avec mes enfants. C'était pas aberrant comme question, enfin, j'ai pas eu l'impression de poser une question débile, mais a priori c'était malvenu quand même. Parce que je me prends pour qui à poser des questions à quelqu'un qui a fait 12 ans d'études, qui a une profession incroyablement noble, qui est hyper sachante dans son domaine et tout. Enfin, les médecins, c'est le pont entre la classe dominante et la classe dominée. Parce qu'ils vont voir les pauvres et ils peuvent entrer dans leur intimité et donc ils peuvent aussi avoir accès à tout ce qui peut éventuellement se faire dans les classes défavorisées. Ils ont accès au bas peuple.
Il y a Georges Audifran en 1880. Alors je confonds la loi Chevandier et Georges Audifran. C'est un médecin, sociologue, philosophe, positiviste. Je ne sais plus si c'est 1862 ou 1892. C'est 62, 1862. Il disait qu'il était important de garantir aux médecins une rétribution suffisante pour leur permettre de soigner gratuitement la population afin de préserver leur ascendant moral sur les masses. L'idée était là, déjà, de dominer, quoi. Paul Rabier, qui était médecin aussi en 1910, lui disait qu'il était favorable à ce qu'on ajoute des épreuves supplémentaires sélectives pour garantir la vocation des médecins et être sûr qu'on garde l'élite de l'élite par la sélection des élus. Il y a une loi en 2017 qui a été votée, ça a été compliqué de la voter, pour mettre en place le tiers payant pour les médecins dans le paiement des honoraires. Quand on consultait, on avançait les frais et puis après on était remboursé, et cette loi, elle supposait que ça pouvait être bien parce qu'on avait constaté que beaucoup de gens ne se faisaient pas soigner parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avancer les frais. C'est Marisol Touraine qui a introduit l'idée que peut-être que le tiers payant permettrait de permettre à tous d'aller voir le médecin sans se préoccuper de comment ils allaient payer. Donc l'idée c'était de généraliser ça à toute la population. Ça avait été mis en place pour les médicaments plus tôt. À la pharmacie on n'avance pas, on paye la partie qui n'est pas prise en charge, mais on n'avance pas. Aujourd'hui on ne paye plus les boîtes de médicaments, c'est la sécurité sociale qui rembourse directement, et même les mutuelles, si on a une mutuelle, prennent la part mutuelle. Donc on n'avance pas les médicaments. Cette loi elle était pensée pour introduire cette chose-là dans le paiement des honoraires directement aux médecins. Et là, ça n'a pas été très bien pris par plein de médecins libéraux qui, eux, se battent pour quand même maintenir un lien de subordination avec les patients, parce que c'est quand même important de rappeler qu'ils disaient par exemple qu'ils n'étaient pas des fonctionnaires, donc il ne fallait pas qu'ils se fassent payer par la sécurité sociale. C'est important que le patient il sente quand il va chez le médecin pourquoi il va chez le médecin, et ça passe par il paye sa consultation, même si elle lui est remboursée après. Il y a ce besoin de... Bon. Voilà. Bon, moi je suis une patiente pénible, hein, vous avez compris, je pose des questions, je m'intéresse à ce qui se passe et pourquoi on prend des décisions pour moi. On m'a prescrit des bêta-bloquants avant mon opération en me disant que ça pouvait retarder l'opération. J'avais pas envie parce que les bêta-bloquants c'est un médicament qui agit sur la production d'adrénaline et donc sur la possibilité du cœur de monter dans les tours ou pas. Ça le maintient à une vitesse de croisière. J'étais pas hyper fan de l'idée de prendre des médicaments parce que je suis pas très fan des médicaments, et puis parce que c'est un médicament qu'on doit prendre tous les jours et c'est important parce que sinon, vu qu'il faut un temps d'adaptation, si on ne le prend pas, il faut un temps de désadaptation aussi. Enfin bref, donc j'avais pas très envie, mais j'avais pas très envie de me faire opérer non plus, donc je les ai pris. Mais ça n'a pas empêché qu'il a fallu l'opérer. Et on m'avait dit, pour justifier l'opération, mais après, il y aura plus de traitement. Après, vous aurez une vie tout à fait normale, tout ira bien. Il n'y aura pas de migraine, il n'y aura pas tout ça. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais une prescription pour des bêta-bloquants. Donc, finalement, il fallait que j'en prenne encore pendant 6 mois, parce que mon cœur avait quand même été un petit peu... on lui avait fait vivre un truc que tous les cœurs ne vivent pas. Donc il fallait, pour le calmer et lui permettre de reprendre un peu ses esprits, 6 mois de bêta-bloquants. Bon, je suis encore bête et disciplinée, moi, mais j'ai pris mes bêta-bloquants. Les migraines, elles ont commencé à l'hôpital. J'étais migraineuse avant. Je faisais une migraine tous les 2-3 mois, des fois pas pendant 6 mois. Les migraines régulières à la sortie de l'hôpital, c'était des fois plusieurs fois par jour. Je ne l'ai pas caché aux médecins que je faisais des migraines. Donc ils étaient au courant. Il a fallu que j'attende
presque 7-8 mois pour avoir un rendez-vous avec un neurologue qui s'est dit que, parce qu'on a quand même considéré que autant de migraines c'était bizarre, donc ça nécessitait une consultation. J'ai vu un neurologue qui m'a ausculté, ça a duré pas longtemps. Elle m'a testé mes réflexes, voilà, bref. Et elle a dit je vais vous prescrire des bêta-bloquants. Donc je venais d'arrêter les bêta-bloquants. Je lui ai dit je comprends pas. J'en ai pris pendant 6 mois, j'ai jamais eu autant de migraines de ma vie, c'est que ça marche pas. Donc j'ai pas dit non mais vous preniez quoi comme bêta-bloquant? Je lui ai dit non, elle me dit non mais ceux-là ils agissent pas sur les migraines. Ils agissent tous sur le cœur. Peut-être que les médecins auraient pu me prescrire tout de suite ceux qui agissaient sur les migraines. Mais non. On m'a prescrit des triptans aussi. Le triptan c'est pour limiter la douleur des migraines. Toujours bête et disciplinée, moi je lis la notice sur laquelle il est écrit à lire attentivement avant de prendre le médicament. Je la lis. Et le premier effet secondaire qui est fréquent, c'est mal de tête. J'ai pas l'impression d'être complètement débile, moi, en n'ayant pas envie de prendre ça pour traiter mes migraines. Donc je prends pas de triptan. Et puis, comme je vous ai dit, moi, dans ma famille, on se méfie. Donc on n'est pas des grands fans de médicaments. Alors, mon médecin traitant m'a dit la dernière fois, mais en fait, vous êtes anti-médicaments. Je suis pas anti-médicaments, par contre, je tiens à la santé. Et j'ai pas particulièrement envie de prendre des trucs pour mettre un pansement sur un truc alors qu'on n'a pas cherché à savoir pourquoi. C'est lié là en fait, on met pas un pansement sans savoir pourquoi on saigne. D'abord on cherche pourquoi et après s'il faut un pansement, on met un pansement. Mais pas comme ça et pas un pansement qui va me faire saigner ailleurs en plus. Bref, je suis chiante. Est-ce que vous avez eu vent de scandales autour de médicaments en France? Vous pouvez me dire comme ça un nom ou quelque chose? Le Mediator. Le Mediator. Tout le monde en a à peu près entendu parler. Le Mediator, c'est un gros scandale sanitaire. C'est les laboratoires Servier qui l'ont mis sur le marché en 1976. Le Mediator, c'est un antidiabète qui a beaucoup été prescrit aussi comme donc qui a été prescrit pour des personnes qui voulaient perdre ou qui avaient besoin de perdre du poids. Rapidement, on a constaté que ça avait des conséquences sur la santé des personnes qui le prenaient, mais il aura fallu attendre 2009 pour qu'il soit retiré du marché. Les laboratoires Servier, ils ont été condamnés en 2021, après 10 ans d'instruction, 7 mois d'audience, je ne sais pas combien d'interrogatoires et tout ça, à verser, alors je l'ai noté parce que ça je ne le retiens pas, à verser 2,718 millions d'euros d'amende pour blessures et homicide involontaire et pour tromperie aggravée. Ça paraît beaucoup, mais vous allez voir. Et à 180 millions d'euros de dommages et intérêts pour les quelques 4133 plaignants. Alors si vous divisez 180 millions par 4133, ça fait pas beaucoup pour avoir perdu l'usage de son corps, pour avoir des problèmes cardiaques, pour mourir, pas top. D'autant que les laboratoires Servier n'ont pas plié boutique après tout ça. Ils continuent aujourd'hui de vendre des médicaments. Ils ont enregistré en septembre 2023 un chiffre d'affaires tout confondu de plus de 5 milliards d'euros. Mais ça va, la petite amende de 180 millions, c'était... Ils sont cotés en bourse. Le fondateur et le directeur de ce laboratoire, il s'appelait Jacques Servier. Il est mort, lui, en 2014, donc avant la condamnation des labos. Toutes les poursuites à son encontre ont été interrompues puisqu'il est mort. Il est mort à 92 ans, donc il a bien vécu. Et il est mort à la tête d'une fortune de près de 4 milliards d'euros. Donc ça allait plutôt bien. Il a été décoré comme aucun prix Nobel de la paix. En France, il a eu la plus haute distinction, je ne sais pas comment ça s'appelle, la Croix d'honneur, je ne sais pas quoi. Il a eu plusieurs légions d'honneur. Il a été décoré par 3 des 7 présidents de la Ve République qu'il a connus de son vivant. C'est un monument de l'entrepreneuriat français.
Voilà. Et des patients se sont mobilisés pour lui retirer ses décorations, mais on ne les retire pas. Post-mortem, c'est pas inscrit dans la règle. Donc il est mort décoré, mais il va rester décoré. Voilà. Alors non, je ne suis pas anti-médicaments. Mais bon, j'ai des doutes sur certains médicaments. 95% de la presse médicale en France, elle est financée par les industriels. Ça, c'est pareil, donc ça me pose question. Il y a une revue qui est publiée depuis 1981 en France, qui est complètement libre indépendante des laboratoires, des agences du médicament, des pouvoirs publics. Elle s'appelle Prescrire. Et en 2015, elle comptait 30 000 abonnés pour 281 000 médecins. Donc, je sais pas. Le scandale du Mediator, il a donné lieu à la création d'une plateforme qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, la plateforme transparence, plateforme publique transparence, un truc comme ça. C'est un organe public qui met en face de chaque, vous pouvez rentrer le nom d'un médecin et on va vous mettre quel lien d'intérêt il a avec des industriels ou des laboratoires. Moi j'ai tapé le nom de mes médecins, je comprends rien, donc c'est super dans l'idée, mais il y a des lignes et puis il n'y a rien. Enfin, c'est pas très éclairant, ça donne pas l'impression que c'est très transparent, mais bon, ça a le mérite d'exister. Enfin, peut-être que les gens seraient plus à même de comprendre, moi j'ai pas compris. Voilà. Quand j'ai été hospitalisée, donc je vous ai dit, grosse opération, 10 jours à l'hôpital, c'est pas très long quand on y pense, mais j'avais besoin de repos, parce que j'avais subi un truc assez dur quand même. Une nuit, les infirmières, ou les aides-soignantes, je ne sais pas quelle était leur fonction, de nuit passent, parce qu'on passait régulièrement dans la chambre pour prendre ma tension, ma température. La nuit, plus souvent, les personnes étaient très discrètes pour ne pas perturber notre sommeil. Elles rentraient, chuchotaient, elles faisaient des trucs en essayant de ne pas nous réveiller. Une nuit, les deux personnes de service entrent, et déjà elles parlent à voix haute, puis elles viennent près de moi et puis elles me réveillent en me disant « Madame !» Enfin là, elles ne voulaient pas juste prendre ma tension, elles me réveillaient quoi. Et elle me dit vous mesurez combien? Parce que vous êtes grand quand même. Ça faisait moins de 10 jours que j'avais été opérée du cœur quand même. Je prenais des médicaments le soir pour arriver à dormir, je faisais de la méditation pendant je sais pas combien de temps pour me réveiller, pour me demander combien je mesure, parce que quand même, je suis grande. Donc voilà, elles auraient pu me mesurer à la rigueur. En 2005, il y a un observatoire national des violences en milieu de santé qui a été créé. J'ai lu certains des rapports de cet observatoire. Ceux que j'ai lus font état de moins de 4% des violences qui sont faites de soignants. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence de la part des patients ou des proches, c'est pas mon discours. Mais toutes les violences que moi j'ai subies, qui sont des violences, j'en ai pas parlé à l'observatoire, donc elles ne sont pas comptabilisées. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir subi des choses sans s'être sentie légitime à se plaindre et à dire qu'en fait il y a un problème, quoi, que non, c'est pas normal qu'on nous réveille 10 jours après une opération pour nous demander combien on mesure, c'est pas normal qu'on nous mette au régime sans nous demander notre avis, c'est pas normal non plus qu'une gynécologue, alors que j'ai un spéculum dans le vagin et les pieds dans les étriers, aille répondre au téléphone. C'est pas normal, je crois. Pour moi, il y a une forme de violence qui mériterait d'être dénoncée. Et si on n'a pas connaissance de ces organes qui existent, on ne va pas s'en saisir et paradoxalement, on va même renforcer la domination des médecins et la défiance et le rapport qui n'est pas favorable à une relation de confiance qui va dans le sens du bien-être des patients. Donc voilà, moi je m'interroge sur ces organes-là. Il y en a un autre, non c'est pas un truc comme ça. En 2009, il y a eu un état des lieux sur les violences ordinaires en milieu de santé.
Il est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il fait 97 pages. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous invite à en lire quelques pages, mais peut-être pas tout, ou en tout cas un jour où vous êtes de bonne humeur, parce que c'est pas très agréable. Donc c'est plein d'exemples de patients et de soignants qui évoquent des violences ordinaires. Cet état des lieux, donc 2009, il a donné lieu à des points de vigilance dans la certification des établissements. Alors moi, je suis vachement contente de savoir que maintenant on fait attention à des points pour mettre un macaron sur la porte d'entrée de la clinique qui ne veut pas de moi parce que je ne suis pas rentable. Ça change ma vie. Donc vraiment, voilà, ça va mieux. Vraiment. Donc je vous ai dit, j'ai 3 enfants. La première, elle a eu son bac en juin l'année dernière. Elle veut être kiné. Et pour être kiné, elle fait une première année de médecine. Donc cet été, elle s'est préparée à quitter la maison pour aller faire ses études supérieures. Et moi, je vivais ça pour la première fois. Et j'étais pas prête. Et donc, j'étais inquiète. J'étais inquiète parce que je voyais ma fille partir, parce qu'elle est mineure, parce que c'est une fille, parce qu'elle va en études de médecine et que pour faire face à la compétitivité et à l'intensité des cours, il y a des beuveries qui sont organisées le jeudi soir, les soirées de médecine, où l'alcool, la drogue, plein de choses sont présentes, où les agressions sexuelles sont monnaie courante, puisque on est quand même dans un milieu misogyne, avec un rapport au corps qui est ce qu'il est, bref. Moi, en tant que maman, j'étais un peu inquiète. C'est le mien là ou c'est toi qui as remis ça ? Donc j'ai eu peur et j'en parlais avec un copain, j'exprimais ma crainte de maman de voir ma fille partir de la maison. Et il m'a dit t'inquiète pas, ta fille, elle n'a pas le profil d'une victime. Elle fait 1m85, elle est forte, et elle ne peut pas être victime. Donc, sauf que moi, je fais aussi plus d'1m80 et maintenant je reçois tous les ans un courrier de la Sécurité sociale qui me dit que je suis fragile et qu'il faut que je me fasse vacciner contre la grippe et le Covid. Donc, du coup, je ne comprends pas tout. Moi, je suis forte ou je suis fragile ? Bon, faut me dire, hein. Moi je veux bien, je suis bête et disciplinée, donc dites-moi. Je suis forte, je suis fragile, je crois que je suis les deux. Je suis en colère aussi. Je suis en colère parce qu'on a un exemple, on a un passé historique d'un système de santé qui fonctionne, qui était performant sur le plan de la prise en charge et sur le plan de l'accès aux soins, qu'on a bousillé. Je suis en colère parce qu'on a aussi des exemples à l'étranger de formations de médecins qui sont basées sur la remise en question des pratiques, que ce soit par les patients, par les étudiants, par les médecins eux-mêmes ou par tous les autres soignants, ou des pays où il existe des passerelles dans les métiers du soin pour permettre à des infirmières d'accéder à la médecine sans se repartir de la première année, parce que l'expérience qu'elles ont leur donne un savoir-faire qui est transversal. On a des... On a des droits qui sont inscrits dans la loi depuis longtemps. Donc je les rappelle, le droit à la dignité, le droit à l'information, le droit au consentement, le droit au secret médical, le droit à l'égalité d'accès aux soins. Ça, c'est écrit. On n'est pas des voitures. Donc la logique de garagiste, elle ne doit pas s'appliquer. C'est pas possible qu'on nous fasse subir un contrôle technique annuel et puis qu'on change une pièce sans prendre en considération l'impact que ça va avoir sur la machine complète. Alors, j'ai conscience de la chance que j'ai eue. Qu'on m'ouvre le corps pour réparer un bout de tuyau.
et que 3 jours après, je puisse me tenir debout, 4 jours. Que 6 jours après, je puisse prendre ma douche toute seule. Que 10 jours après, je sois chez moi. Que ce soir, je sois là, en mesure de parler avec vous. Que je puisse faire du foot avec mes enfants, ou du vélo, tout ça. J'ai de la chance. Et puis, j'ai pas eu à hypothéquer ma maison ou à vendre un rein pour ça, en plus. Donc, c'est quand même vraiment précieux. Je fais pas un procès aux médecins, aux individus. Je fais pas un procès à la médecine. Je fais un procès à personne. Je crois que dans l'intérêt des médecins et de la médecine, il faut qu'on change les choses. Qu'un cardiologue soit pas en mesure de détecter un grain de beauté suspect ou qu'un dermatologue soit pas en mesure de réparer une valve bicuspide, ça me choque pas. Par contre, derrière chaque bicuspidie, derrière chaque grain de beauté, derrière tout ça, il y a un corps, il y a une personne avec une sensibilité, avec des inquiétudes, avec des forces, avec des faiblesses. Et c'est pas normal qu'un médecin ne soit pas en mesure de parler à la personne quand il va prendre en charge le cœur de la personne. Voilà. Donc, peut-être qu'il faut qu'on le dise, qu'on ne reste pas avec notre culpabilité, avec l'ambivalence de la chance qu'on a, mais en même temps la colère qu'on ressent. Enfin que, moi je vais dire en fait, que je reste pas moi avec ma colère, que je reste pas, que je la partage, que je la dise, parce que si je la dis, peut-être qu'il y aura un effet miroir pour certaines personnes qui se sentiront légitimes à ressentir cette colère et à l'exprimer, pour qu'on ne se laisse plus marcher dessus, au nom de notre bonne santé. Qu'on affranchisse l'honneur et la probité des enjeux économiques, des enjeux de pouvoir, de domination. Et puis qu'on n'oublie pas quand même que la médecine, c'est guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours.